Finalement, j'avais encore une question, mais qui, je crois, reprend certains des points qui avaient été soulevés Dans le chat. oui, dans le chat. C'est justement, et ça avait été notamment discuté par Laure Duclercq, hein, c'est justement l'évaluation d'impact, l'évaluation des effets de votre action. Vous avez beaucoup parlé sur voilà, le pendant, la méthode du pendant, mais aussi la méthode du après, quoi. Et puis, comment est-ce que vous arrivez à évaluer justement l'impact de vos actions par rapport au public auquel vous adressez? Alors déjà, je vais faire un petit parallèle parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas évoqué qui me semble hyper important. Aussi en association Entourage, on a un comité de la rue qui est composé de 12 personnes réparties sur chacune de nos antennes. À Lille, c'est 2 personnes. Et ce comité de la rue, ce sont des personnes qui ont toutes vécu de manière trop durable le fait d'être une personne SDF. Et donc, on a rencontré dans le cadre de nos actions, et il y a une vraie question au niveau de la gouvernance de se dire, bah, ces personnes qui ont souhaité rejoindre en tant que bénévoles sont devenues membres de ce comité de la rue. Et c'est vraiment au quotidien notre boussole éthique sur les actions qu'on met en place ou qu'on ne met pas en place parce qu'on prend énormément leur retour à eux. Parce qu'on est intimement convaincu que quand on n'a pas vécu quelque chose, c'est encore plus complexe que de véhiculer certains conseils, certaines choses. Donc, c'est une gouvernance qui fait partie intégrante de notre association. Ce sont ces 12 membres du comité de la rue qui prennent part à tous nos grands sujets, toutes nos discussions et toutes nos actions. Et pour l'impact, côté Linked Out, de manière quotidienne, alors il y a ce binôme qui est effectif, qui part pour 6 mois. On a des points de suivi à 1 mois, 3 mois et 6 mois. Et on a des témoignages qui sont faits à chaque fin de parcours avec l'accord, toujours soit du coach et du candidat. Donc j'ai pas mal de témoignages que je pourrais vous transmettre sur ce que m'a apporté Linked Out, quelle était ma situation avant de démarrer, qu'est-ce que ça m'a permis d'être en lien avec ce coach bénévole au niveau du relationnel, la recherche d'emploi et après la réintégration en entreprise. Et il y a un vrai suivi qui est fait cette fois-ci avec mon collègue Nabil qui n'est pas là, qui est responsable entreprise et qui lui assure le suivi en parallèle avec le coach et l'intégration du candidat. C'est-à-dire que quand il y a un retour à l'emploi, c'est pas tout se termine. Il y a un vrai suivi qui est fait avec, est-ce qu'il y a peut-être encore des problématiques à soulever, des questions qui se posent. Il y a vraiment une présence qui reste effective durant quelques mois. Et après, ben, souvent, les liens finissent par restent, mais de manière plus discrète, parce que voilà, l'intégration s'est faite en entreprise. Mais sinon, notre impact, il est mesuré. On a une mesure d'impact où on sait d'une entreprise Archipel & Co qui en fait vient pendant 1 mois. Alors, c'est des appels téléphoniques auprès de tous nos bénéficiaires, riverains et bénéficiaires du réseau Entourage, pour justement mesurer l'impact au niveau de qu'est-ce que ça a permis, peut-être créer du lien social, retrouver un emploi, retrouver un réseau de soutien, se sentir à nouveau utile, se sentir attendu, ou tout simplement parfois être à nouveau appelé par son prénom de manière récurrente. Donc notre impact, il est vraiment mesuré à cette échelle-là, des témoignages, une vraie étude qui est faite avec ce cabinet qui nous aide à mesurer 1 fois par an l'impact à la fois de l'application Entourage, de nos événements, et tout le dispositif Linked Out qui est spécifiquement dédié au retour à l'emploi. J'espère que je réponds bien à votre question. Oui, très bien. Alors, si on prend les questions du chat, moi, j'avais envie d'en regrouper 2 à peu près de Jacques Chevalier qui a fait plusieurs questions. La première qu'il a posée, c'était: peut-on ajouter un questionnement du type « Qu'est-ce que vous aimez de votre quartier et que vous souhaiteriez valoriser davantage ?» pour ne pas mettre l'accent que sur ce qui manque et qu'il faut changer. Et il avait une autre question sur les indicateurs du Bhoutan, notamment, qui sont des indicateurs de la bonne, je ne sais pas comment on dit, de la Du wellness, bonheur. du bonheur, voilà, les indicateurs du bonheur. Donc, est-ce qu'il y a des moyens de ne pas que regarder le côté négatif, mais aussi de voir comment se valorise le quartier, comment se valorise à travers des indicateurs, des éléments qui ne soient pas que du négatif ou que du raisonnement par la négative, par l'absence de.
Ouais, c'est une question hyper importante et qui est présente souvent dans nos échanges dans le projet. Je pense que ce qui est important, j'ai pas su le faire au tout début, mais c'est d'expliquer quand même d'où vient ce dispositif Brico et comment est-ce qu'on s'en est emparé. En fait, ça existe depuis 2021. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de le mettre en place au sein de la Fédé. En 2021, on est en fin de Covid, en pleine campagne de vaccination. Et à Bruxelles, à ce moment-là, on se rendait compte, enfin, donc pour le gouvernement, il y avait un peu un impératif d'atteindre l'immunité collective. Et donc, c'était hyper présent dans la presse, cette idée que voilà, Bruxelles était beaucoup moins vaccinée que la Wallonie et la Flandre, mais aussi que les quartiers les moins vaccinés correspondaient aussi aux quartiers les plus précarisés. Et donc, ça a été médiatisé d'une manière assez négative. Et en fait, il y a des postulats qui sont ressortis de là. Je ne vais pas tous les énumérer, mais nous, il y en a un dont on a eu envie de s'emparer. Il y a des recherches qui sortaient et qui montraient que notamment une des raisons pour lesquelles ces quartiers-là se vaccinaient moins, c'était lié à des questions de défiance et de méfiance envers les institutions, de ne pas croire le gouvernement quand ils disent qu'il n'y a pas de risque sur la santé, mais aussi de symboliser le fait de dire, en fait, pendant toute la crise sanitaire, vous avez pris des mesures gouvernementales qui ne prenaient pas en compte nos conditions de vie et nos priorités. Vos priorités aujourd'hui autour de la vaccination, on n'a pas forcément envie de s'en emparer non plus. Et donc, dans ce contexte-là, pour nous, il y a une envie d'aller dans ces quartiers, pas pour travailler la question du taux de vaccination en tant que tel, mais pour, déjà après 3 années d'isolement fort, tourner dans des quartiers, proposer des espaces d'échange, de rencontres pour retrouver le côté contact et lien, mais aussi dire, en fait, on entend bien que ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour du Covid, ça ne répond pas du tout à vos réalités. Mais du coup, nous, on a envie d'entendre ce qui, pour vous, est prioritaire. Donc, les premiers bricots étaient plutôt dans ce discours-là. C'est quelque chose qui a vite changé parce que le contexte a évolué. Aujourd'hui, on n'entre plus tellement par la porte des réparations. C'est en cours de changement, notamment par le fait qu'on a des bricots qui sont plutôt thématiques. Un dernier en date, c'était autour de la question de l'alimentation, où il y avait l'envie de travailler dans un quartier sur cette question-là. On sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées, isolées, qui ont du mal à se déplacer vers les supermarchés. Et l'idée, c'était d'aller voir en fait comment elles font pour se débrouiller, c'est qui les liens, c'est qui les aide, voilà quel type de service les aide, comment est-ce qu'on peut renforcer ça, quelles seraient les idées pour pouvoir se faciliter l'accès aux magasins et à la nourriture de qualité dans le quartier. Il y avait des acteurs qui avaient envie de s'emparer de cette question-là. Et donc, on a été les questionner plutôt là-dessus. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu plein de propositions qui sont ressorties de la part des habitants, qui n'avaient pas du tout été anticipées par les associations avant. Et aujourd'hui, il y a un local qui a ouvert où ils partagent des repas, où du coup, il y a l'idée de faire des stocks en vrac où les habitants pourraient venir chercher sur place. La question de l'alimentation pour les jeunes dans les écoles autour n'était pas du tout abordée. Elle est fort ressortie pendant le bricot. Et donc, maintenant, il y a des food trucks pas chers qui viennent s'installer. Donc voilà, on change la manière dont on tient le discours du bricot aussi parce que le contexte évolue et aussi parce qu'on a eu des bricots où on se rendait compte que ce qui ressortait, c'était beaucoup un peu de la rancœur sur la manière dont le quartier fonctionnait. Et nous, ce n'était pas notre intention en venant faire ces bricots. C'était beaucoup plus de partir de réalités qui sont là, mais à partir des ressources du quartier, des désirs et des envies. Et donc, on est aussi beaucoup plus là-dedans, non essayer d'entendre où sont les envies des habitants et de s'emparer de ça, plutôt que de constamment l'étouffer en ayant un regard beaucoup plus top-down de nous, on sait ce qu'il faut faire dans ces quartiers pour les améliorer. Donc voilà, mais effectivement, on a été fort aussi dans ce processus de se dire, nous, l'idée, c'est pas juste de venir ressasser des choses qui sont connues sur ce qui ne va pas dans les quartiers, c'est plus de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui existe de manière informelle et qui peut aussi être formalisé avec un soutien, avec un appui. Quelles sont les initiatives qui auraient envie d'être prises mais qui ne le sont pas parce qu'il y a besoin aussi de renforts là-dessus. Et donc, nous, on vient avec le dispositif aussi parfois aider des habitants à formuler des choses au niveau politique et de la commune pour que des demandes soient prises en considération parce que c'est dans un bon format et ce n'est pas un format habitant qui systématiquement n'est pas écouté, pour aller faire des médiations avec parfois des acteurs. Et là, nous, en tant que chercheurs, on peut aussi venir appuyer les dynamiques habitantes. Okay. Mais juste petite parenthèse, j'ai une petite frustration aussi de ce côté numérique parce que j'aurais été ravie aussi d'échanger là-dessus vu qu'on a un processus qui évolue. Enfin voilà, l'idée c'est pas juste de justifier ou quoi, mais c'est des questions qui sont vraiment essentielles dans notre projet et c'est riche de pouvoir en parler aussi.
de continuer, nous, à processer là-dedans et avoir des idées. Benoît, sur cette question du raisonnement par la négative et les alternatives possibles, je pensais à la question des accès aux droits qui sont plutôt pensés par la négative, comme les observatoires du non-droit. Et comment tu réagis à cette question des indicateurs du bonheur, par exemple, enfin, comment sur Cap Droit. Nous, ce sur quoi on travaille de manière centrale, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes de substitution dans la prise de décision, donc d'essayer d'identifier quand est-ce qu'il y a des formes, il y a des réflexes protectionnels qui fait des proches, des professionnels se mettent à prendre des décisions à la place d'une personne concernée plutôt que d'assister, d'accompagner dans la prise de décision. Donc, nous, nos critères d'impact, bah, bien sûr, ils sont d'abord individuels. Tiens, ça fait bouger des personnes dans leur conscience des droits. Ça peut faire bouger sur demander des levées de mesures, bouger, disons, faire accéder concrètement des personnes à des mesures ou à des types de droits qu'elles ne mobilisaient pas jusqu'à maintenant. Après, il y a aussi les impacts organisationnels, d'action publique, qu'il y ait un discours collectif qui soit tenu au moment de la réforme des lois sur les tutelles. Bah, voilà, il y a une production collective qui vient informer l'action publique. Il y a des publications scientifiques et on essaye au maximum de travailler une co-autorisation, c'est-à-dire que ça fasse sens aussi pour des personnes en situation de handicap de venir co-signer, donc de se dire co-responsable de production scientifique. Et c'est aussi un indicateur, on ne va pas forcer les personnes à co-signer, hein, donc que ça fasse sens à un moment donné d'acquérir aussi une forme de compréhension des enjeux scientifiques et de participer, d'accepter de participer aussi à l'espace scientifique de discussion qui n'est pas la préoccupation première de beaucoup de personnes en situation de handicap. Et là, la question de la réciprocité, elle est aussi présente. Ça fait sens qu'une démarche de recherche participative produise des transformations dans la vie des personnes, mais inversement, que des productions scientifiques soient aussi nourries, informées, autorisées par des personnes qui ne donnent pas leur autorisation de manière, on va dire, formelle, mais en conscience du processus de production de connaissances à l'œuvre. Juste pour continuer là-dessus, parce que je voyais qu'il y avait des questions sur les méthodologies et la manière d'essayer de rendre accessibles des corpus communs, donc de se donner là encore des formats pluriels, mais suffisamment standardisables pour qu'on puisse constituer des corpus et puis qu'il y ait de l'analyse qui ne soit pas encore prise. Il y a des savoir-faire académiques qui sont assurés par des chercheurs académiques, mais en tout cas, dans l'analyse de corpus, c'est important aussi que celle-ci, elle soit accessible aux personnes en situation de handicap ou aussi à des proches ou des spécialistes de la relation d'aide. Okay. Donc, Laure Duclercq, du coup, cette question qui a été un peu modifiée, qui est donc celle des sortes d'indicateurs ou des volontés de passer outre l'aspect qui pourrait être conçu comme caritatif, remédier aux problèmes sociaux et d'évoluer vers des choses plus positives, des façons de valoriser plutôt des positivités. Et puis la question ajoutée par Benoît, qui est celle des méthodes de coordination innovante pour faire cela, hein, qui correspond à une question qui était celle de Nour Moula. Comment vous situez? Je vais essayer de répondre au mieux. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir combler ce qui manque sans faire avec l'existant, mais
Moi, au sein de l'association, comment dire, l'association Entourage, et toute la question du lien social, parce qu'on n'est pas les seuls, il y a la cloche aussi au national qui agit sur cette notion-là. Pour moi, on fait déjà, en fait, avec comment dire, les capacités des personnes. J'essaie de formuler au mieux ma réponse, mais c'est pas évident. Je pense qu'on part toujours d'un constat. Forcément, un constat ne peut ne pas être un manque, mais à aujourd'hui, de se dire qu'il y a des études qui sont faites sur l'isolement ressenti par un grand pan de la population et à quel point l'isolement social peut vraiment porter préjudice à grand nombre de personnes. Et c'est de se dire, OK, c'est un constat. Ça paraît fou d'avoir des métiers où on salarie des gens pour agir sur la notion d'être en lien social. Et à la fois, pour moi, ça vient répondre à quelque chose qui existe et qui est formidable. C'est le réseau, justement, qui nous a jamais autant mis en lien, mais qui nous a jamais autant reclus sur nous-mêmes aussi, finalement. Donc, on prend l'existant, qui est le numérique, qui est quelque chose de formidable. On l'utilise. On est quand même une asso de la technologie. On ne l'oublie pas et on en est fier, parce qu'à côté de ça, cette fois-ci, le numérique ne vient plus creuser de fossés entre les gens, mais permet vraiment le fait de les faire se rencontrer pour de vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos événements, sur l'application, on retrouve tous les événements qu'on organise. On enjoint vraiment les gens à les rejoindre de manière réelle. Et donc, on part de ce constat plutôt très chouette qui est celui de l'existant, le numérique. Mais comment fait-on pour finalement répondre aussi à la question de l'isolement social, qui est un vrai sujet, alors qu'on n'a jamais eu autant de moyens d'être mis en lien tous et être en réseau. Est-ce que je réponds bien à la question de la personne qui l'a posée? Sinon, il ne faut pas hésiter à pousser. Si. Alors, on va peut-être y revenir parce que là, juste une mention dans le chat, c'est juste une mention, ça n'appelle pas de questions. Et puis, je vais revenir sur cette bordée de réponses. Il y a aussi des situations très de réseaux, de lieux très pollués pour lesquels on s'aperçoit qu'il y a des résiliences. Donc, c'est Mathieu qui faisait référence à le récent ouvrage de Christelle Gramaglia sur Habiter la pollution, où elle montre qu'effectivement, il y a des développements, des stratégies de développement, de façon de faire avec des situations extrêmement tendues au niveau pollution, et une innovation, puisqu'on est dans ce colloque, des personnes là-dessus. Mais je voulais juste revenir sur, alors peut-être que Jacques Chevalier, vous pouvez préciser votre question sur ce que vous appelez l'appreciative inquiry. On en a beaucoup parlé dans les différentes réponses, mais est-ce que vous voulez préciser là-dessus, sur cette question de l'appreciative inquiry que vous posez dans votre question? Ben, écoutez, malheureusement, avec mes cheveux blancs, j'ai vu au fil des années, des décennies, une tendance qui est une tendance lourde depuis les années 1960 chez les chercheurs et chez les associatifs. C'est de commencer par l'analyse des besoins, des problèmes, se servir de ça comme porte d'entrée. Il y a tout un mouvement qui est celui de la psychologie positive, qu'on appelle depuis les années 80 à peu près, qui essaie de dire non, il faut commencer il faut parfois se demander s'il n'y aurait pas une autre porte d'entrée, celle de valoriser les ressources existantes, les forces, les rêves, les visions. Quand on veut retisser les liens, commencer par la valorisation des liens existants et célébrer cette partie de la réalité, ce qui ne veut pas dire ne pas faire de la recherche, ne pas faire face à la réalité. On se donne des rêves, mais quand on a des rêves, on sait bien qu'on ne les a pas tous réalisés. Éventuellement, on se demande qu'est-ce qu'on veut, et ainsi de suite. Le gros problème de l'analyse par problème, c'est que ça peut démobiliser, ça peut créer une énergie qui est lourde. Ça peut aussi créer des attentes qui deviennent démesurées, alors plutôt que d'y aller de façon stratégique. Alors, c'est la psychologie positive, en anglais, ça s'appelle le Pleasure Inquiry, qui est une méthodologie avec ses étapes spécifiques qui commence par l'analyse des ressources existantes, des compétences, des succès du passé et tout. Ça crée une énergie, une motivation, une fierté chez l'individu comme chez la collectivité. Les chercheurs et les associatifs ont tendance à commencer par le négatif, avec tous les effets pervers que ça peut créer.
entre autres des relations de dépendance. Parce que quand vous arrivez vous restituez, vous faites cette analyse-là de risque et de créer une relation de dépendance avec ceux que vous accompagnez parce que vous leur dites, nous sommes là pour faire le bilan et possiblement pour vous aider à surmonter tous ces problèmes. C'est un commentaire au passage. D'accord. Ça- Je vais continuer le chat sur une question qui relève plutôt des sciences citoyennes, plutôt dans le domaine environnemental, qui est soulevée par des auteurs notamment néerlandais sur cet a priori de l'appréciative action, c'est-à-dire comme si toutes ces initiatives étaient forcément liées aux bénéfices qu'on en tire. Et donc, la question critique qui est derrière, elle est posée notamment par Ilia, je lis son chat, réparer, créer du lien, se réapproprier, il n'y a pas une inclusivité, mais des inclusivités et des situations toujours singulières et évolutives. Comment alors faire coller la recherche à ces réalités, la recherche ayant toujours une visée plus ou moins généralisatrice. Et ça pose je couple ça avec une autre question du chat qui était celle de la possibilité de créer des attentes sans lendemain à partir de ces dispositifs participatifs qui sont plutôt dans la congratulation générale, souvent par rapport aux effets que ça peut produire. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le sujet, donc sur comment coller la recherche à la réalité et puis comment coller la recherche au lendemain de ces dispositifs qui sont mis sur le territoire. Je pense à Brico, par exemple. Qu'est-ce qui se passe après? Vous en avez déjà parlé, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des vertus critiques à apporter à ces initiatives Donc, ce qui est important pour nous déjà, c'est que on récolte la parole des habitants. Nous, l'idée, c'est pas d'amener un consensus non plus là-dedans, forcément. Et donc, parfois, il y a des paroles, il y a des visions, il y a des propositions, il y a des rêves, il y a des envies, il y a des constats qui sont opposés. Et c'est typiquement le cas dans les villes. Sur les questions de mobilité, on va avoir des personnes qui ont très envie de retourner vers des mobilités douces, parfois pas du tout. Nous, l'objectif, c'est de prendre cette parole et de pouvoir la restituer, mais sans essayer de mettre une harmonisation là-dedans, une cohérence et d'arriver forcément à une vision commune. Nous, c'est pas l'objectif de ces bricots-là, c'est de pouvoir montrer qu'il y a plein de visions différentes de la ville, qu'elles peuvent aussi cohabiter, et puis de voir ensemble qui aussi a envie de s'emparer de quoi. Quand on accueille les habitants, on dit aussi toujours que l'idée, c'est voilà, déjà de prendre un temps convivial, de partager ses visions. Ça ne veut pas dire que tout va être pris en main et que aussi c'est pas de notre sort. Et donc nous, on vient comme acteur tiers, on se présente toujours. Donc il y a un cadre qui est assez clair. Et l'idée, c'est aussi que ce soit des espaces où il y ait des discussions, où il y ait des échanges, où il y ait des débats, où il puisse y avoir des échanges de points de vue. Et donc effectivement, il y a plusieurs inclusivités, il y a plusieurs identités dans ces espaces-là. Et puis après, ce qui est pris par la suite dans le cadre de l'action, c'est dépendant des acteurs qui sont là et de ce qu'ils ont envie de prendre en main. Je n'ai pas été non plus dans beaucoup d'exemples de bricots, mais peut-être pour vous donner des idées de ce qui a pu émerger, c'est typiquement, il y a un quartier où on a été où il y a une place qui est énorme, où les habitants disent on a de la chance d'avoir cette place, mais on se rend compte qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Et donc, il y a un habitant qui a proposé après ça d'aller tous les jours, pendant quelques heures, observer ce qui se passe sur cette place, qui y va, comment est-ce qu'elle est occupée, etc. Et puis, on s'est retrouvés 2 semaines après ça et il nous a expliqué ce qu'il avait observé, que les enfants viennent à tel moment, qu'il y a des jeunes là, qu'il y a des mamans, qu'il y a des travailleurs, et notamment que les gens se posent sur des bancs, mais qui sont loin les uns des autres, et ils mangent tous un peu tout seuls, ou ils sont de leur côté, alors que si les bancs étaient les uns en face des autres, en fait, ils pourraient échanger. Et donc, on est venu construire des tables sur cette place-là pour pouvoir amener un changement dans l'espace public. Et effectivement, depuis, on est retourné observer aussi avec les habitants qu'est-ce qui s'y passe, etc. Et l'espace s'est occupé différemment. Donc voilà, ça, c'est un exemple. Il y a un lieu dans lequel on a installé un bricot qui est un lieu désaffecté où il y a des habitants qui ont demandé mais est-ce qu'on ne pourrait pas
faire quelque chose ici dans cet espace. Une fois que le bricot disparaît, on aimerait bien se le réapproprier. La réponse de la commune, ça a été non, parce que pour des raisons d'assurance, c'est pas possible. Et puis, en fait, il y a un autre habitant qui a dit, en fait, s'il y a un bricot, c'est que c'est possible de faire quelque chose ici. C'est pas satisfaisant comme réponse. Et donc, c'est quelque chose dont on s'est emparé, où il y a eu une réelle demande au niveau de la commune. Finalement, l'espace a été occupé par des habitants du quartier. Ils ont organisé des activités de danse, de contes pour les enfants, de lecture d'histoire, etc. Et il y a tout un réseau habitant qui s'est créé là, au sein de cet espace-là. Donc, ça peut être voilà, il y avait l'exemple aussi des questions alimentaires qui sont encore tout à fait différentes. Donc, il n'y a jamais deux bricots qui sont les mêmes, mais c'est en fonction aussi de ce qui émerge dans ces espaces-là. Et là, la demande d'une habitante, c'était est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ici? Je pense que si on lui aurait répondu juste non et ça se serait arrêté là, probablement qu'il ne se serait jamais rien passé de cet espace. C'est aussi parce qu'il y a eu l'envie de s'emparer de cette réponse qui n'était pas suffisante de la part du politique. Je ne sais pas si je réponds à tout ce qui a été dit, mais je pense que c'est important peut-être d'exemplifier aussi c'est ça, c'est dans bien quoi de on se trouve. l'expliquer. Ah oui, tout à fait. Laure, Laure Duclerc, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Ça sera la dernière. Je pense qu'on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions après. Donc, on va finir sur ces questions-là. Oui, je suis navrée, c'est vrai que moi, je dois vous quitter dans 3 minutes. Donc, on est d'accord qu'on est toujours sur prendre valoriser C'est sur la critique qu'on peut s'adresser aussi par rapport à ces recherches participatives qui sont un peu laudatives. Sur plusieurs chats parlent de qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que c'est pas en fait un coup d'épée dans l'eau, par exemple? Est-ce qu'il y a vraiment des vertus à cela et lesquelles elles sont d'un point de vue critique? Je rejoins tout à fait le fait que d'un point de vue critique, effectivement, si on vise dans le temps, effectivement, on se questionne très souvent pour savoir est-ce que nos actions, notre impact sera le même sur le long terme et comment on se renouvelle. Après, je pense qu'il faut avoir une espèce d'humilité à se dire qu'il faut changer certains modèles, faire évoluer les modèles. Moi, je suis pour le coup, une association très jeune qui ne cesse d'évoluer en fonction des modèles qui changent, notamment sur le côté emploi, parce que ça évolue en permanence. Est-ce qu'on sera toujours sur le modèle de utiliser la technologie au service du social? Est-ce que c'est quelque chose qui aura le même sens dans les 10 prochaines années? La critique que je pourrais faire, c'est on est un énième dispositif qui parle d'inclusion, qui parle de sensibilisation, et à la fois, je me dis que ça correspond à une réalité énorme dans chacune de nos grandes villes. Je regarde en même temps le chat. Une des réponses peut être évaluée Alors ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas forcément côté recherche participative. Je suis désolée, je vais peut-être répondre à côté. Mais en tout cas, on est vraiment sur Moi, ce que je mesure au quotidien, au local et au national, c'est qu'on est en permanence en réflexion sur nos actions. Est-ce qu'elles sont toujours aussi pertinentes? Sur nos territoires, est-ce qu'on n'est pas un énième dispositif qui vient resensibiliser, peut-être même rebassiner sur un sujet qui est déjà extrêmement présent? Mais on est en permanente effusion et réflexion sur, certes, il y a le lien social qui est le centre de toutes nos actions. Nous, c'est plutôt comment on encourage vraiment aujourd'hui, on est de plus en plus axé sur les collaborateurs en entreprise, sur comment justement on permet aux entreprises de se mobiliser sur tous les sujets que nous on porte. La critique que moi je fais aujourd'hui, elle est celle que je vous partage. Je partagerai que la mienne et pas celle du collectif de l'ASSO. Mais en tout cas, on est tout à fait prêt toujours à arrêter certaines choses pour en imaginer d'autres, en partant justement, comme en parlait Monsieur Chevalier, je trouvais ça très intéressant, le fait de partir un petit peu du constat de c'est quoi les forces et les valeurs, et partir de ça pour pas créer ces relations de dépendance qui peuvent très très vite émerger, qui sont pas saines. D'accord. Merci. On finit par Benoît Héroux, parce qu'on n'a plus le temps après pour prendre d'autres questions, mais je voulais rajouter à cette question un peu générale que je posais, le chat qui arrive ici, qui va peut-être plus correspondre à Cap Droit.
Ce serait intéressant d'expliciter en quoi ces expériences sont bien des processus de recherche-innovation, donc une démarche qui répond à des critères de rigueur dans la production des connaissances, au sens large, donc incluant les savoirs d'action. Et donc la question que je me posais finalement, c'est qu'est-ce que c'est que ces savoirs d'action dans le cadre de Cap Droit, ces savoirs articulant une production de connaissances, on a parlé ce matin des données qui étaient produites, et puis aussi des argumentaires ou du corpus dont tu parles. Et puis de l'autre côté, la question de est-ce que ça fait bouger la position des tutelles? Est-ce que ça va modifier un peu œuvrer à modifier le cadre légal? Ou comment se situent ces savoirs d'action? J'ai déjà un peu répondu tout à l'heure au souci d'avoir une réception du côté des organisations et de l'action publique. Ce qui me semble important, et pour faire lien avec la question juste avant sur les lendemains, j'aurais tendance à dire que pour nous, en tout cas, c'est important qu'il y ait une dimension instituante dans les démarches participatives, c'est-à-dire qu'il y ait bien une production de quelque chose qui se pérennise dans la durée. Alors, par exemple, pour nous, au-delà de la dimension de réforme des mesures de protection tutélaire, curatelaire, qui est quelque chose au long cours, hein, il y a eu des dispositions qui ont un petit peu évolué il y a 1 an et demi, peut-être le processus a participé au changement des représentations. Bon, bien sûr qu'il y a cette dimension-là, mais par contre, ça nous semble maintenant important de se dire le fait que la question de l'enquête soit centrale dans le monde des services et établissements médico-sociaux, c'est un impact ou un type d'objectif qui nous semble important à développer, de dire oui, travailler, introduire des dimensions participatives de recherche pour les établissements et services médico-sociaux, c'est aussi peut-être l'un des critères d'impact possible d'une démarche comme la démarche Cap Droit. C'est-à-dire que l'essaimage, c'est la dynamique accessibilité à l'espace de recherche atteigne le maximum de lieux de vie ou de lieux lieux où des relations d'aide sont mises en œuvre. Okay. Merci beaucoup. Paul? Je crois que là, on doit clôturer pour tenir le temps, hein, il me semble. Hein. Bertrand, peut-être que voilà, tu me contrediras. Alors, avant de finir, alors malheureusement, Laure Duclerc a dû nous quitter. Moi, je voulais vraiment remercier voilà, tous les intervenants et puis les participants au chat voilà, pour cette session qui, je crois, a été très, très fructueuse, hein, voilà, avec un questionnement qui était très, très important. Donc, encore une fois, merci beaucoup voilà, à tous les trois. Merci aussi à Florian Merci à pour Paul. la co-animation. Ok, donc Bertrand. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, toutes ces belles expériences instituantes, espérons-le, effectivement. Ça me fait justement penser à notre institution de recherche. Ce serait bien aussi qu'elle retrouve davantage de conditions instituantes. Mais bon. Donc, on va faire une pause jusque 16 heures.